Merci à tous de nous rejoindre pour cette deuxième table ronde qui va être animée par Jean-Philippe Fouquet, qui est sociologue et qui intervient également au Youth Tech Lab. Je voulais juste faire une précision pour indiquer que les règles de distanciation étant respectées au niveau de la table ronde, on autorise ces messieurs-dames à enlever le masque à partir du moment où ils respectent bien, ils restent à distance. Bien, on ne fait pas un rappel des gens qui... Oui, nous invitons toutes les personnes à côté, derrière les bibliothèques, à venir nous rejoindre. Merci. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Le temps que les personnes retardataires nous rejoignent, j'apporte juste une précision. Vous aurez constaté qu'un des participants à la table ne sera finalement pas présent. Donc on va ajuster la table, ça vous donnera un peu plus de temps et on souhaite un prompt rétablissement à Monsieur Garcia. En fait, je pensais démarrer cette table en faisant réagir les participants au titre que nous avons utilisé, à savoir une méthode Living Lab qui bouscule le management traditionnel, remettre le professionnel de terrain au cœur du dispositif. Et je souhaitais vous faire réagir sur le verbe bousculer, puisque en préparation de cette table, j'ai regardé ce qu'était exactement le verbe bousculer, donc modifier avec brusquerie, apporter un renouvellement brutal, initier un changement complet. Et j'avais envie de vous questionner sur finalement le placement du curseur et sur les acteurs qu'il fallait cibler pour penser et initier le changement. Mais en fait, ça ne se passe jamais comme on veut. Après avoir écouté ce qui s'est dit lors de la table précédente, j'aurais envie de partager un constat que nous avons fait lors de la crise sanitaire. Et c'est ce qui s'est dit dans la table précédente qui m'invite à changer un peu le déroulé. Pendant cette crise, nous avons eu la chance de pouvoir maintenir avec les professionnels des contacts très très réguliers. Et les professionnels nous racontaient, pas au quotidien mais presque, mais tout ce qu'ils mettaient en œuvre pour accompagner au mieux les résidents, pour maintenir leur activité professionnelle dans un contexte très très particulier qu'il résumait finalement de la façon suivante: avalanche de prescriptions, grande improvisation et hyper flexibilité. Et ce qu'on a constaté, c'est que le confinement, la fermeture des établissements à toute personne qui était extérieure se sont traduits par des usages renforcés des outils technologiques et numériques. Alors, des usages modifiés, tantôt ils étaient plus nombreux, tantôt ils étaient d'une autre nature que celle initialement observée, tantôt ils l'étaient de la part de professionnels qui jusqu'alors n'y avaient prêté qu'une très faible attention. Et cette attention que nous avons, nous, portée aux outils a été très riche d'enseignements. Et j'ai envie, en fait, de vous dire qu'en quelque sorte, le Living Lab, à travers cet intérêt porté à l'outil technologique, a constitué une sorte d'analyseur. Alors, un analyseur de quoi? Un analyseur des transformations qui étaient vécues par les organisations, un analyseur des déplacements de frontières qu'on a pu observer à l'occasion de la crise, un analyseur des formes de coopération entre professionnels, alors des coopérations qui pouvaient être impulsées par l'encadrement, mais qui pouvaient être aussi à l'initiative des professionnels eux-mêmes, et enfin, un analyseur des tensions entre professionnels, entre métiers, entre strates hiérarchiques et entre conceptions du soin. J'attire juste votre attention sur le fait que l'usage du terme tension n'est pas dans ma bouche péjoratif, c'est juste un constat et on va en discuter. Madame Dubé, si vous en êtes d'accord, j'aimerais démarrer cet échange avec vous. Vous avez été en première ligne pendant cette crise sanitaire. Je vais vous poser la question très, très simplement. Comment, en tant que directrice, vous avez vécu cette situation? Comment vous vous êtes organisée ou réorganisée? Et juste pour vous, avant de vous donner la parole, lorsqu'on a échangé à plusieurs reprises durant cette crise, je vous cite, vous m'avez dit « L'organisation et l'accompagnement ont été chahutés, repensés. Les filles ont créé des trucs pendant cette période. » Donc ma question, elle est très simple. Qu'ont créé les filles pendant cette période? Et plus globalement, que vous a appris cette crise sur le plan organisationnel, en lien avec la thématique de cette table, sur le plan peut-être du management,
sur le plan de la mobilisation de vos équipes et oserais-je peut-être sur le plan plus personnel en tant que chef d'équipe? Bonjour à tous, Chantal Dubé, directeur d'établissement au sein de l'EHPAD La Charmée à Châteauroux. Par rapport à la crise Covid, bon, ça peut paraître peut-être un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est vrai que la crise Covid a été un challenge pour l'établissement. Le côté négatif, certes, tout le monde l'a compris, mais le côté positif, c'est que c'était des nouvelles formes de prise en soin. C'était quelque chose qui nous tombait sur la tête d'un coup et il fallait s'adapter tous les jours à de nouvelles façons de faire. Et c'est vrai que pour moi, c'était très, très positif en tant que manager parce qu'on avait beaucoup de défis. Tous les jours, on était confrontés à des défis différents. Les équipes se sont impliquées dans ces défis qu'ils ont assurés d'une façon très professionnelle et je les en remercierai toujours infiniment parce qu'au jour le jour, ils ont adapté leur façon de prise en soin et pour faire que les résidents, malgré la situation qui était très difficile, soient heureux quand même. Pour nous, la crise Covid, oui, tout le monde a été stressé, oui, c'est vrai que c'est inquiétant, mais on a appris beaucoup les uns des autres dans cette crise-là. C'est vrai que, comme l'équipe était déjà très participative, tous les jours, on essayait de voir qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. On en discutait, les décisions qui étaient prises étaient expliquées. Si on n'était pas d'accord, on le disait, mais il faut bien prendre une décision un jour, donc il faut l'appliquer. Mais tout le monde avait la possibilité de le dire. Et tout le monde a eu la possibilité aussi dans cette crise tous les jours de dire qu'il avait peur, qu'il ne savait pas quoi faire et comment on pouvait s'adapter. Donc c'est vrai que la crise Covid nous a beaucoup appris et nous servira certainement plus tard. Comment? Si on revient aux technologies, c'est vrai que comme l'EHPAD était lancé dans la recherche avec le Living Lab, ça nous a peut-être autorisé encore plus de les utiliser, la crise Covid, quoi. Parce que c'est vrai que les résidents avaient besoin de présence de leur famille malgré tout. Donc, on avait les outils tablettes qui étaient déjà présents. Donc, ça a pu être utilisé, mais c'est comme si la crise Covid nous avait donné l'autorisation encore plus de l'appliquer. Les autres technologies, ça a été difficile, comme les règles sanitaires étaient très strictes et que moi, j'étais complètement parano par l'hygiène à cette époque-là. Je le suis toujours. C'est vrai que j'avais envie que les résidents et les salariés se protègent. Donc, utiliser les technologies comme le phoque paro, qu'il faut désinfecter à tous les passages, c'était très, très compliqué dans une organisation contrainte. Même le casque virtuel, c'était très compliqué de le nettoyer et les soignants n'étaient pas rassurés par cette chose-là. Donc, c'est vrai que pour certaines technologies, hormis les tablettes et les téléphones, on a eu plus de difficultés à les utiliser dans cette période Covid. Mais dû à l'hygiène, je pense. Parce que je pense que c'est vrai qu'on a reçu l'outil robot QT. C'est vrai que comme il se déplace, c'est vrai que pendant la crise Covid, ça aurait pu être intéressant avec les résidents d'aller de chambre en chambre. Mais c'est vrai que comme tout était nouveau, c'est compliqué. Merci Madame Dubé, on y reviendra. Madame Follier, alors je suis désolé, j'ai oublié de vous présenter en fait. Non. Je l'ai fait toute seule au début. Comme quoi on continue à se compléter, je suis désolé. Donc je ne vais pas le faire deux fois. Madame Follier, donc vous êtes responsable du département
développement du capital humain à la direction des ressources humaines du groupe LIF 3. En lien avec ce que vient de dire Madame Dubé, finalement, ce qu'elle décrit, c'est un peu ce qu'on appellerait l'organisation apprenante. On l'avait évoqué lors de la préparation de cette table. J'entendais récemment Bruno Mettling, qui est ancien directeur DRH d'Orange, dire, je le cite, « À l'occasion de la crise sanitaire, on s'est libéré des schémas classiques du management, on a fait tomber les carcans. » J'ai envie de vous poser la même question, finalement. Quels enseignements vous tirez de cette crise au niveau des organisations du travail et peut-être des formes de dialogue entre collaborateurs? Eh bien, moi, j'aimerais peut-être déjà réagir sur cette idée d'organisation apprenante parce que ça me frappe beaucoup depuis le début de cet après-midi. Si on regarde ce sujet-là avec ses différentes composantes, il faut une vision. Isabelle rappelait le rôle de Dominique Bardou sur ce sujet, avec son équipe. Il faut des expérimentations. Je pense que la grandeur nature, je pense qu'on l'a vu dans la crise et je pense que le projet du Lab s'inscrit dedans. Des communautés métiers. Et puis beaucoup de pratiques finalement réflexives en termes d'apprentissage. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une culture à mettre en place et des conditions pour pouvoir faire émerger ça. Et je voulais juste revenir là-dessus parce que je crois que c'est essentiel de replacer le rôle du management dans ce cadre-là. C'est-à-dire que le manager peut beaucoup, et on l'entend avec ce que dit Madame Dubé, mais je pense aussi que l'organisation doit créer les conditions finalement pour permettre au métier de se mettre en route aussi sur son développement et en cela animé par les managers. Pour répondre à votre question par rapport à la crise et par rapport aussi à la vision qu'on s'efforce de développer au sein de VIF 3 sur le plan de l'accompagnement et du développement managérial, on voit bien qu'on a des actions de développement et d'accompagnement qui vont être tournées vers les managers pour finalement permettre de laisser plus de place sur le terrain aux équipes en termes de responsabilité et d'autonomie. Donc j'ai envie de dire que Madame Dubé le soulignait, et de mon point de vue, la crise est une expérimentation géante de ce qu'il est possible de faire sur la question de l'autonomie des équipes et de leurs responsabilités. Et donc de réfléchir à la juste place finalement du management autour de ça. Et voilà, donc je pense qu'on va pouvoir y venir peut-être avec ce qui serait amené à bouger. Et dans quelle mesure, parce que j'ai aussi bien conscience qu'à l'intérieur du groupe, dans nos activités médico-sociales et sanitaires, il y a des protocoles qui ne laissent pas beaucoup de marge de manœuvre en termes d'autonomie et d'appréciation créative sur le sujet. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a tout de même des espaces possibles. Et je pense qu'on y reviendra sur les possibilités pour les équipes finalement de développer des initiatives au bénéfice des patients, des résidents. Non, je vous rassure, on y reviendra. Cher Dominique Desjeux, je suis en train de lire actuellement le dernier ouvrage de Thomas Reverdy, un de nos collègues, qui s'appelle L'anti-manuel du management de projet, et en substance, par rapport à ce que vous venez de dire, Mesdames Follier et Madame Dubé, il dit en substance qu'on est peut-être au bout d'une forme de management tel qu'on a pu l'imaginer jusqu'à maintenant, peut-être très descendant. J'avais envie, Dominique, on ne va pas faire semblant, on se tutoie, de te demander comment tu envisageais ça, parce que quand on avait échangé à plusieurs reprises, tu nous avais dit qu'il faudra sans doute qu'on sorte d'une sorte de changement qui est impulsé par le haut, et tu avais ajouté par les textes. Comment voilà, à ce premier niveau de discussion, on va évidemment développer tout ça, tu réagis à cette idée de peut-être justement sous fond d'une crise sanitaire qui amène peut-être à réinterroger ces modèles-là, en l'ancrant peut-être? Je trouve que la question est passionnante parce que, comme vous l'avez dit, je trouve que le Covid-19, je mets de côté tous les problèmes humains que nous avons tous rencontrés, parce que c'est assez connu, c'est peut-être pas ça le plus intéressant finalement, même si c'est important pour les personnes. Hein. Je ne confonds pas ce qu'on peut tirer d'une crise et les problèmes que ça peut tirer pour les personnes.
Mais j'ai tiré une leçon aussi, j'allais dire, de ma vie professionnelle et personnelle. On n'est pas le centre du monde et curieusement, ce ne sont pas les individus qui sont à la mesure de la société. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en tout cas. Ce n'est pas normatif ce que je dis, mais c'est un point de départ pour dire ce que je trouve extrêmement intéressant dans le Covid-19, c'est tout ce qui vient d'être dit là, parce que j'ai mené une enquête au mois de mars-avril, début mai, pour Danone, auprès d'une quinzaine de familles sur comment ils vivaient le Covid-19. J'ai découvert des choses inattendues, je vous donne juste en 2 mots pour faire court une histoire longue, comme on dit en anglais. C'est que le problème central, c'était pour les femmes, notamment celles qui avaient des enfants, et c'était le moment du stockage de l'aliment qu'on allait acheter, non plus tous les jours, si on avait, ou le samedi pour faire les grosses courses. On avait le droit à 1 fois par semaine, parce qu'on a parlé beaucoup de sortir, ou éventuellement 2 fois. Tout d'un coup, il fallait stocker tout ça, et tout d'un coup, les problèmes qui se posaient, c'était la gestion du réfrigérateur, des armoires, du congélateur et éventuellement du jardin qui pouvait jouer comme stockage. Et ça, c'était inattendu comme question, parce que ça demandait aussi pourquoi ça devenait un problème compliqué, parce qu'il fallait faire non plus 1 repas par jour, mais 2 repas par jour. Donc vous voyez tout d'un coup tout le système de contraintes qui pesait sur les femmes et qui montrait que la charge mentale, elle était sur elles. Ce n'est pas exactement ce qu'on a pu lire dans les enquêtes quantitatives, qui ont donné d'autres choses très intéressantes. Ceci est un premier petit point, il y en aura peut-être d'autres, pour dire quel est l'intérêt du Living Lab et quel est l'intérêt des approches en sciences humaines quand elles sont qualitatives, c'est qu'elles nous font arriver à un niveau de détail extrêmement fin qui nous permet de comprendre les problèmes que les acteurs ont. J'ai un peu oublié la question, ça c'est mon défaut, j'ai une pensée qui n'est pas linéaire. J'écris de façon linéaire, mais je n'ai pas une pensée linéaire quand je suis à l'oral. Donc, sur le Covid-19, ce que je trouve intéressant, donc, c'est bien un analyseur, c'est ça le point intéressant. C'est un analyseur d'un certain nombre de choses. Alors, sur le management, j'ai été étonné parce que j'ai repris notamment tout ce que j'ai été étonné par le fait que pour beaucoup de managers, ça a été la découverte. J'étais étonné au sens, je trouvais ça intéressant, hein. Pour beaucoup de managers, ça a été la découverte que leurs équipes pouvaient être autonomes. Hier, j'ai interviewé quelqu'un qui me disait finalement, si j'avais à résumer comment fonctionne mon équipe, ceux qui travaillaient beaucoup avant, qui se sont retrouvés en télétravail, ont travaillé encore plus en télétravail. Et le problème inattendu que j'ai eu à résoudre, c'était peut-être qu'il fallait freiner leur travail à la maison. Ceux, par contre, j'emploie des mots scientifiques, excusez-moi, ceux qui foutaient rien, ils ne foutaient pas plus rien, ni au bureau, ni à la maison. J'ai trouvé ce résumé épatant. Ça m'a bien plu, en tout cas. Voilà. Donc, c'est un analyseur, tout d'un coup, du fonctionnement de l'organisation, des fonctionnements hiérarchiques. C'est un analyseur aussi des, ce qu'on appelle, j'aime bien ce mot parce qu'il masque un peu tout, les conflictualités ou les tensions. S'il y a une chose qu'il faut absolument apprendre, une fois qu'on a compris qu'il fallait être plus pluridisciplinaire, qu'il fallait laisser plus d'autonomie aux équipes, c'est qu'il y a des tensions. Et ces tensions, il faut apprendre à les gérer et on ne sait pas forcément les gérer. Et ça me fait arriver à un point, comment on gère les tensions. Le plus souvent dans le système français, ce n'est pas propre au système français, mais c'est celui qu'on connaît le mieux. C'est par décret. Peut-être que certains ont lu un vieux livre de 1972, je crois, de Michel Crozier, sociologue des organisations, qui disait « On ne gouverne pas par décret ». Et j'ai noté ce qu'avait dit M. Garcia la dernière fois, c'était fascinant. Il avait commencé par dire « Oh, bousculez, bousculez, vous en avez bien bonne, vous, M. Fouquet ». Ah, M. Fouquet dit « Moi, j'ai bien regardé ce que vous voulez dire, bousculer ». Il dit « Nous, on est bousculés tout le temps ». Bousculés par quoi? C'est intéressant. On est bousculés par les décrets. Il peut y en avoir 6 ou 7 par semaine. Ça nous bouscule. Il faut tout le temps les interpréter. On a fait une réforme, on ne l'évalue pas, il faut en faire une nouvelle. Voilà. Et j'ai trouvé ça formidable comme, non pas définition, car je ne crois pas aux définitions, mais comme explication de ce que pour lui, dans sa vie quotidienne, bousculer voulait dire. C'est tous ces décrets qui tombent, et ce n'est pas propre au public. Je bosse dans des boîtes publiques, dans des boîtes privées, c'est la même chose. Vous remplacez décrets éventuellement par des règles, mais vous remplacez aussi un truc beaucoup moins visible par les innovations lancées par le marketing. Il y en a plein. Et quand vous travaillez sur un service qui doit vendre quelque chose au niveau, dans une ville ou dans un quartier, il est submergé d'innovations et il ne sait pas quoi en faire. Donc, quelque part, ça interroge. Grâce au Covid-19, ça interroge qu'est-ce qui fait, c'est le point le plus intéressant, qu'est-ce qui fait que dans des régions, des départements, des hôpitaux, pensez aux hôpitaux. Les hôpitaux, j'avais entendu dire, ah, il n'y a que 6 000 lits, je ne sais pas quoi, il en faudrait 10 000, regardez ce qu'il y a en Allemagne, on ne va jamais y arriver.
Je ne dis pas que ça a été facile, mais les hôpitaux ont absorbé le problème. Ils l'ont aussi absorbé parce qu'il y avait un soutien général qui a un peu disparu après. Ça serait analysé. Je ne l'ai pas fait, mais ce serait intéressant d'analyser. C'est quand même très intéressant. Alors qu'on pensait le système complètement rigide, complètement inefficace, il a quand même réussi à absorber, j'ai oublié le nom maintenant, mais entre 5 et 10 000 personnes en réanimation, ce qui est assez formidable. Évidemment, ça aussi permet d'analyser nos faiblesses, notamment une grande difficulté en France qui semblerait moins vrai en Allemagne, où le système est plus de santé organisé autour du privé, mais pas au sens forcément du privé rentable, mais au sens du privé confessionnel. Il y a des systèmes protestants, des systèmes catholiques, donc la coopération publique-privée semble plus forte. Nous, on a bien vu qu'il y avait 2 ou 3 formes de coopération qui ne marchaient pas bien. C'est entre le public et le privé. Il y a une espèce de mépris de l'un pour l'autre, je ne dirais pas dans quel sens, parce que ça doit varier dans les 2 sens. Et plus intéressant, parce qu'il est inattendu aussi, c'est pour ça que c'est intéressant le Covid-19, entre les médecins et les vétérinaires. À un moment donné, on s'est rendu compte que les vétérinaires pouvaient vacciner, mais personne n'a pensé à demander aux vétérinaires. Et donc, ce que nous apprend le Covid-19, et ça marche. Alors moi, je suis plus sensible au problème du handicap parce que ma fille aînée est trisomique, donc ce qui fait que je suis les problèmes de prise en charge de trisomie ou de handicap. Alors, je ne sais jamais si c'est ma fille, si c'est cognitif ou si c'est psychique. J'ai un mal fou entre ces 2 mots-là. Enfin, elle est trisomique, et donc c'est bien au niveau des gènes. Mais j'ai découvert que les problèmes de handicap étaient les mêmes que pour les problèmes de personnes âgées sur un certain nombre de problèmes. Ce que le Covid-19 nous apprend, c'est qu'au fond, et c'est assez paradoxal pour moi, s'il n'y a pas trop de décrets, s'il n'y a pas trop de règles, s'il n'y a pas trop de décisions par le haut, par rapport à un objectif. Quand on parle de vision tout à l'heure, la vision, c'est de dire il faut qu'on ait le moins de morts possible, par exemple, ou il faut qu'on ait le moins de réanimations possible. Pas beaucoup plus que ça. Il y a ça fait 25 ans que je travaille en Chine, alors je suis un peu obsédé par la Chine. Il y a une espèce de proverbe ou une histoire sage où on dit le sage, il est en haut de la montagne, il voit très loin, mais il regarde bien ses pieds. J'adore ce proverbe, je le trouve très chouette parce qu'effectivement, il faut bien regarder ses pieds, savoir où on avance. On sait qu'on va là-bas, mais on ne sait pas comment. Et le deuxième proverbe, qui marche très bien pour le Covid-19, c'est quand on est loin de la montagne. Alors c'est assez montagneux la Chine, on n'est pas dans le désert. Donc c'est normal que les histoires parlent de montagne. Je suis d'accord avec vous. Merci d'avoir posé la question, comme on dit dans ce cas-là. C'est classique aussi. En général, c'est quand on ne sait pas quoi répondre. Ça donne un petit peu de temps pour... comme dit, je vais être clair, je vais être bref. Bon, donc, je reviens à mon histoire. Quand on est loin de la montagne, on ne sait pas... je trouve que ça illustre ce que vous venez de dire, ce que vous avez dit, quand les gens ont dit « on a peur, on ne sait pas où on va ». Ça, c'est un énorme apprentissage. Quand on est loin de la montagne, on ne sait pas où est le passage. Et si on dit qu'il n'y a pas de passage, on ne bouge plus. Qu'est-ce qu'on fait? On avance. Et c'est en avançant et en se trouvant au pied de la montagne qu'on va trouver le passage. Là aussi, les Chinois, ils sont forts là-dessus. C'est eux qui ont fait les routes de la soie. Et si vous connaissez les routes de la soie, ne serait-ce que livresquement comme moi, c'est à travers des montagnes pas possibles entre la Chine et la Turquie. Donc ils ont dû expérimenter aussi comment passer à travers des montagnes. Donc le Covid-19, je ne sais pas si ça va durer. Je suis un tout petit peu inquiet. C'est un peu comme la mer Rouge, quand elle se referme, on ne voit plus rien. J'ai un peu peur qu'une fois le Covid passé, si certaines habitudes n'ont pas réussi à s'ancrer dans l'organisation, on revienne un peu comme avant, sauf que on est menacé, et ça on le sait, par d'autres signes noirs. Les signes noirs, je vais m'arrêter là, j'adore cet exemple-là, vous savez, c'est pas parce qu'on a vu 9 signes blancs que le 10e ne sera pas noir. C'est une thèse de Popper, mais la meilleure, c'est pas celle-là. C'est la dinde de Thanksgiving. Et ça, c'est pour tous les gens qui sont attachés aux séries numériques, et sont souvent fort intéressantes, aux big data, aux approches quantitatives. La dinde de Thanksgiving avait tiré une conclusion au bout de 300 jours qui était que les hommes étaient bons envers elle. Parce que tous les jours, elle avait été nourrie par les hommes. Donc vraiment, c'est une belle série, 300 jours pour une dinde, hein, croyez-moi. C'est pas comme pour nous, mais pour elle, c'est pas mal. Eh bien, un jour qui s'appelait la veille de Thanksgiving, on l'a tiré de sa cage et on lui a coupé la tête, malgré l'immense série qu'elle avait eue et qui lui permet de conclure que les hommes étaient bons. Nous, ce qu'on apprend à travers les approches qualitatives, je ne nie pas les séries par ailleurs, mais ce que nous apprennent les approches qualitatives, c'est justement qu'il y a beaucoup d'imprévus, qu'il y a beaucoup d'incertains, mais que ça s'apprend. Je ne sais pas bien comment, hein, mais on apprend à gérer l'incertain. Une organisation n'est pas faite pour ça, hein. C'est ça le problème. Merci. Avec Dominique, on voyage toujours beaucoup. Madame Dubé,
Oui, un chameau. En lien avec ce que vient de dire Dominique, en fait, une des questions qu'on s'est posées ou un sujet qu'on a régulièrement abordé, c'est celui, et je l'ai dit un peu tout à l'heure, et Dominique a apporté là des éléments, de la verticalité. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de discours sur cette idée qu'effectivement, il faut impulser autre chose, un autrement dans les organisations. Le Living Lab, d'une certaine manière, il contribue à ça, puisqu'il a cette vocation de replacer un peu les professionnels de terrain, même s'il exclut évidemment pas tous les autres dans ce dispositif, donc peut-être de leur permettre de regagner un peu en autonomie. Récemment, à l'occasion d'une observation que nous faisions dans un établissement, une aide-soignante me disait qu'elle avait quitté à un moment donné le travail d'aide-soignante en établissement et pour s'installer à domicile. Elle était revenue pour d'autres raisons, mais elle me disait que de son point de vue, rien ne pouvait changer en établissement parce que, et là j'avais noté sur un petit morceau de papier ce qu'elle me disait, il y avait en substance trop d'intérêts divergents. Et elle m'avait dit, il y a de la rentabilité d'un côté, de la recherche d'efficacité, le remplissage des lits, et elle opposait ça à la nécessité d'avoir du temps long pour bien prendre en soin, bien accompagner. Et lorsque on a discuté tous les deux, vous adhériez à cette idée, mais vous me disiez quand même, je trouve qu'on reste beaucoup au stade du beau discours, qu'on reste beaucoup au stade du très théorique, et vous avez ajouté, les managers ne sont pas prêts à ça. Et très simplement, la question, c'est qu'est-ce qui, selon vous, par rapport à ce que vient de dire Dominique, et Madame Follier aura sans doute à réagir là-dessus, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir de ce que vous considérez par moment être de l'ordre du discours et peut-être pas suffisamment de la mise en œuvre? Justement, c'est qu'il y a trop de décrets. C'est vrai qu'on n'est pas assez dans l'action, en fait. Souvent, moi qui est originaire du Québec, ça se voit, vous l'avez bien vu. C'est vrai qu'une des différences culturelles, c'est que souvent en France, on parle beaucoup, on fait beaucoup de réunions, on fait beaucoup de discours, on fait beaucoup, mais on n'essaie pas, on ne fait pas d'action, on mène pas de projet sur le terrain avec les équipes. Nous, ce que je dis tout le temps à mes équipes, c'est on essaie 2-3 semaines. Si ça ne marche pas, on recommence et on en discute. Et tout le monde peut, à la libre parole, de dire ses idées et d'être créatif. Et la différence majeure, je trouve, avec d'autres managers avec laquelle je discute, c'est celle-là. C'est que c'est pas possible, on peut pas, on n'a pas le temps, les soignants veulent pas, il y a toujours les soins à faire. C'est faux, parce que nous, on y est arrivés. Donc, je vois pas pourquoi, si elle n'est pas de la Charmée, à Châteauroux, dans un coin perdu de l'Indre, si on y est arrivé, je vois pas pourquoi les autres EHPAD ne peuvent pas y arriver. Mais il faut y croire, déjà, il faut que le manager y croie, qu'il ait confiance en ses équipes, qu'il soit positif, qu'il accepte la parole tout le temps, les idées, l'innovation. Comme pour nous, c'était une chance de participer au Living Lab, d'avoir les nouvelles technologies, et les soignants l'ont pris comme tel. C'est une chance d'avoir un robot, c'est une chance d'avoir un casque, il faut s'en emparer. Mais il faut que le manager, lui, puisse donner la possibilité aux soignants de se l'emparer. Donc, il faut qu'ils travaillent avec eux sur toute une organisation, parce que c'est sûr que notre premier réflexe, ça va être de dire on n'a pas le temps, on a les soins à faire. Il faut que ça soit intégré aussi comme un soin, ces nouvelles technologies. Mais alors, justement, par rapport à ça, là encore, hein, on avait préparé un peu cette table. Madame Follier, vous aviez insisté sur le fait qu'il fallait distinguer ce que j'appellerais l'encadrement, le haut encadrement, et puis les managers. Et vous avez vraiment, enfin, vous nous avez repris là-dessus en disant attention, en semblant, alors peut-être que je dis une bêtise, mais plutôt
faire porter sur ce haut encadrement parfois certaines responsabilités et qu'on devrait peut-être cesser d'appuyer sur le manager à qui on attribue tous les maux. Vous pourriez refaire un peu cette distinction entre ces strates et nous dire aussi, vous aussi, comment vous voyez la possibilité de modifier ces organisations? Oui. Je pense déjà, loin de moi, l'idée finalement de stigmatiser les uns ou les autres, parce que je crois qu'on est beaucoup dans un contexte actuel où il y a beaucoup comme ça de polarisation, et je trouve que moi j'aimerais mieux qu'on cherche plutôt à voir ce qu'on a à faire en commun tous et comment on y contribue. Pour revenir sur ce point-là, je crois que juste un mot général, et puis peut-être après plutôt un volet beaucoup plus concret sur ce qu'on fait actuellement, mais je crois qu'il y a un sujet de culture. Je pense qu'il y a une part de responsabilité au sein de l'organisation, et ça passe par, je dirais, évidemment, la ligne des dirigeants d'entreprise. Je pense peut-être déjà pour insuffler, on parlait de vision tout à l'heure, concrètement, je pense qu'insuffler l'idée très concrète du développement, en martelant le fait que se développer individuellement, développer le collectif, c'est important pour, je vais dire, le business, je vais employer un mot un peu pour l'activité. Je pense que c'est donner déjà des permissions à tous pour, à son échelle, s'autoriser à imaginer et initier des actions et faire des premiers pas. Donc je pense que, en fait, ce sujet-là part dans tous les sens en termes de culture. Je pense que ça va du niveau des top management jusque sur le terrain. Ça part des équipes qui elles-mêmes devront pouvoir se sentir confortables pour s'autoriser à expérimenter, avoir des actions. Et je pense que c'est aussi de manière transversale, et là il y a des acteurs aussi dont c'est le rôle, d'aider à faire des passerelles entre les métiers, entre les fonctions, pour faire plus de transversalité et créer du coup des conditions aussi pour coopérer ensemble. On voit bien qu'aujourd'hui les problèmes à régler sont complexes et on ne peut pas les résoudre à partir d'une seule spécialité. Il faut amener l'ensemble à travailler ensemble, finalement dans une logique d'orchestre finalement. Mais un bon orchestre a un chef d'orchestre. Et c'est important, il me semble, c'est une image que j'aime assez bien en management sans qu'elle cloisonne, parce que finalement j'ai regardé de très près l'organisation des orchestres et je me suis dit que c'était quand même assez segmenté. Donc c'est l'esprit peut-être de donner l'impulsion et de permettre à chacun de venir jouer son morceau pour le collectif qui est intéressant. Peut-être un point maintenant extrêmement concret sur des choses que nous développons à l'échelle de Vive 3, en tout cas que nous commençons à initier, et avec une approche expérimentale, donc aujourd'hui sur 4 régions au sein de Vive 3, c'est de mettre à disposition un espace, en fait, dans un esprit de communauté managériale, doté de ressources de différents niveaux, écrits, vidéo, digital, mais pas seulement, donc à destination des managers, pas seulement, c'est aussi s'appuyer en développement. On sait que l'ensemble doit s'appuyer sur des ressources, sur des interactions entre pairs. Donc on s'attache aussi à développer une logique de co-développement. Et ça, on sait que les groupes de managers, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. C'est vraiment un partage de pratiques extrêmement positif, avec une recherche de solutions extrêmement opérationnelles et mobilisables. Et là, on voit bien la force du collectif. Quand on partage ensemble et qu'on s'attache à trouver des solutions, ça marche. Et puis, le dernier sujet, c'est aussi d'expérimenter. Et donc, on a une logique d'animation pour permettre à des managers de s'autoriser, là aussi, à avoir des petits pas, de revoir un petit peu leurs pratiques sur tel ou tel sujet dans le management de leur équipe, que ce soit pour un collaborateur ou pour une équipe, et de tester finalement. Et on pourrait être dans le test and learn, qui est un sujet qui est cher au lab ici. C'est important en matière de processus. Alors là, vous m'offrez une belle transition, parce que je vois que le temps file et s'il y a quelques questions dans la salle, mais juste avant, il y avait un dernier point que je souhaitais aborder avec vous trois, c'était celui de la formation. Parce que finalement, Madame Follier, je reprends vos termes, il s'agit d'insuffler, de développer le collectif, de créer des passerelles entre métiers.
Bien évidemment, tout ça peut se faire dans le cadre d'une organisation apprenante, pour reprendre votre terme. On se dit que peut-être qu'il y a aussi des enjeux autour de la formation, qu'elle soit initiale pour les professionnels qui sont appelés à exercer les métiers dans votre secteur d'activité, puis peut-être une formation continue. Et quelque part, on peut considérer que le Living Lab, à sa modeste mesure, y contribue, puisque c'est bien aussi une façon de faire un pas de côté. Et je me tourne de nouveau vers vous, Madame Dubé. Est-ce que par rapport à ça, vous êtes, vous, dans cette démarche d'attente de quelque chose qui soit un peu plus structuré en termes de formation, en termes d'accompagnement? Oui, c'est vrai qu'en discutant avec les équipes régulièrement, on entend bien qu'on nous dit souvent, les aides-soignantes principalement, nous disent mais vous savez, Madame Dubé, on est formé pour faire des soins. Et c'est vrai que de les former pour accompagner, c'est différent. On forme les aides-soignantes, bien évidemment, pour faire les gestes techniques, de faire la toilette, ce qui est tout à fait normal. Mais pour un résident, dans sa journée, c'est 10, 15 minutes, 20 minutes au plus. La formation aujourd'hui des aides-soignantes, elle est vraiment centrée beaucoup sur le soin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les résidents ne sont plus du tout en attente de ça. Ils sont en attente d'accompagnement. Donc, il faut les former au relationnel, aux technologies, à l'accompagnement. Nous, c'est vrai qu'on appelle plus accompagnement qu'animation, parce que c'est vrai que l'animation, au sens large, c'est un accompagnement. Et c'est vrai que les résidents adhèrent beaucoup plus à ces projets d'accompagnement que du projet de soins. On le voit bien, c'est vrai que notre organisation a permis d'ouvrir beaucoup de temps dans la journée à l'ensemble des soignants au niveau de l'accompagnement. Et c'est vrai que les résidents en bénéficient énormément. Donc, c'est vrai que les formations devraient être plus axées sur le relationnel et l'accompagnement du résident, en tout cas dans le domaine des personnes âgées. Alors, la remarque que vous faites est intéressante sur le mot animation, parce qu'effectivement, il y a des professionnels dans la salle, et nous, et très modestement, on peut considérer que le Living Lab, à défaut d'avoir participé à la résolution, a au moins mis en éclairage ces enjeux autour de simplement qu'est-ce qui caractérise le soin. Et là, il y a eu un apport. Et c'est vrai qu'autour de l'animation, on a vu qu'il y avait des formes d'adhésion de la part de professionnels qui étaient intimement convaincus d'être dans le soin, là où pour d'autres, on pouvait observer des formes de réticence, considérant qu'on était hors métier. Et Madame Follier, je me retourne vers vous une dernière fois avant qu'on discute avec la salle, mais vous avez, lorsque nous avons échangé, insisté sur le caractère épineux de ce sujet, en disant que les besoins allaient être extrêmement importants dans ce secteur d'activité très prochainement. J'ai parcouru le rapport El Khomri de 2019 qui disait qu'il fallait effectivement travailler sur l'attractivité. J'imagine que pour vous, cette question de la formation ou de travailler à une meilleure attractivité, c'est un sujet sur lequel vous êtes investi fortement? Oui, mais avec, je dirais, les métiers, les filières métiers concernés, avec toute la filière RH. C'est le thème, je pense, chaque jour en ce moment de nos groupes de travail. On va s'attacher, en effet, au niveau de Vif 3, beaucoup à partir justement du terrain, de partir des besoins extrêmement importants, particulièrement pour la filière personnes âgées et pour la filière aussi personnes handicapées, puisque ce sont deux grands métiers dans notre pôle accompagnement où les besoins sont importants. Alors des besoins évidemment en recrutement. Je pense que voilà, tout le monde regarde l'actualité et la presse, et donc je pense qu'on voit bien le sujet. Il y a un sujet d'image, de redorer sans doute le blason, et il y a pas mal d'actions à avoir autour de ces sujets-là. On s'attache, au-delà du fait
finalement de donner plus d'attractivité sur ces métiers. C'est pas seulement du marketing et de la communication. Il faut vraiment être sur le sujet même du travail, des conditions de travail de ces personnes et des propositions d'accompagnement, de développement qu'elles pourraient avoir. On pourrait imaginer en effet des parcours de formation qui permettraient de pouvoir finalement se doter de compétences à la fois mobilisables dans une filière mais aussi dans l'autre. Par exemple, c'est un sujet. Et puis, on s'efforce, donc ça, c'est des sujets que nous avons là devant nous dans les prochaines semaines, vraiment d'ouvrir, je dirais, une réflexion, plutôt, je vais dire, un cadrage, puisque la Force de Vivre 3 passe beaucoup par la mobilisation de ces régions. En fait, il existe énormément d'expérimentations en cours et de dispositifs qui sont testés avec des premiers retours extrêmement satisfaisants. L'enjeu qu'on a finalement aujourd'hui, c'est de partager ça et de voir qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui pourrait se déployer, et finalement que ça se fasse plutôt dans une démarche de réseau et non pas dans une approche très descendante. Donc c'est plutôt cet esprit-là. Et puis mettre à disposition aussi des modalités de formation un peu plus innovantes. On ne va pas mettre le digital à toutes les sauces. Néanmoins, on sait que dans les métiers du médico-social, on doit pouvoir avancer un peu plus sur ces sujets-là. Et puis, autre modalité extrêmement importante, c'est l'action de formation en situation de travail qui nous est très chère, qui, vous le savez, a pris toute sa mesure depuis la réforme de la formation professionnelle, et donc avec la possibilité pour chaque collaborateur d'être formé sur le terrain par un accompagnateur métier, donc dans un cadre qui est défini, mais véritablement d'être dans sa situation de travail, accompagné finalement par un référent métier dans un cadre défini. Et ça, je crois que ça colle assez bien aux enjeux, aux besoins et à la culture des métiers du médico-social. Merci. Alors, je vois qu'il est 16h, mais on a commencé un peu en retard pour celles et ceux qui pensent qu'on va trop loin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que, monsieur, vous pouvez décliner votre identité, s'il vous plaît? Ça, c'est pour toi. Bien, Alain Yerouissi, enseignant au département de sociologie. Question suivante. Alors, donc merci pour toutes vos interventions très intéressantes. Je voudrais demander à Madame Dubé, par rapport à la situation que nous vivons depuis plusieurs années, pas forcément celle de la Covid, la raréfaction des moyens financiers au niveau de l'État qui plombe, je dirais, c'est exprès que j'utilise cette expression, les innovations que vous pourrez mettre en place dans le cadre de cette recherche participative. Est-ce que la raréfaction de ces moyens financiers ne constitue pas un handicap pour vous engager totalement, pleinement dans la mise en place de ces outils innovants et intéressants? Lorsqu'on sait par exemple que ces aides-soignants et aides-soignantes dont vous parlez ont une charge de travail qui s'accroît du fait simplement de la réduction des recrutements, comment arriver à faire face à toute cette difficulté? C'est un grand sujet, les finances. C'est vrai que les budgets sont très contraints dans les EHPAD, comme on est sous tutelle de l'ARS et de la DPDS. Oui, c'est compliqué. Ça reste compliqué d'intégrer la technologie dans les EHPAD. Évidemment, bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut être aidé, je pense, par d'autres sources de financement que d'attendre de l'État, ARS et de la DPDS. C'est vrai que c'est pratiquement impossible en soi. Si la réponse, elle est celle-là. C'est impossible en soi de mettre des nouvelles technologies avec les budgets qui nous sont contraints. Il faut
aller chercher des financements ailleurs. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que pour les professionnels, c'est une chance de pouvoir participer au Living Lab parce que les technologies viennent à elles. Sinon, nous, tout seuls, en tant qu'établissement, c'est impossible. Les financeurs, pour un exemple concret, si vous voulez, en 2017-2018, on avait des crédits non reconductibles et on avait demandé pour l'EHPAD d'intégrer une nouvelle technologie dans chacune des chambres des résidents. On est en 2021 et on attend toujours l'accord de sous qu'on a déjà. Donc, c'est vrai que c'est très, très compliqué. S'il n'y a pas une politique très impliquante de l'État sur ça, on ne peut pas y arriver. C'est impossible. C'est impossible. Il faut être honnête. Une autre question, Monsieur Bardou. Oui, bonjour. Donc Dominique Bardou, le directeur général de la Mutualité française Centre Val-de-Loire. J'ai une question aussi pour Madame Dubé. Et notamment dans la première partie de l'intervention sur la crise sanitaire. Parce qu'effectivement, nous avons géré cette crise sanitaire en équipe et d'une certaine manière avec des modes de management qui étaient différents de ce qu'on a l'habitude d'appliquer, avec ce qui nous a semblé, de notre point de vue, une mise à disposition de l'encadrement et de la direction générale auprès des équipes. Voilà. On s'est mis à disposition des équipes pour gérer cette crise et ce sont les équipes qui nous ont dit ce qu'elles souhaitaient, voilà, d'une certaine façon. Et c'était une nouvelle forme managériale. Est-ce que ça a été ressenti comme ça dans les équipes? Mais vous pouvez répondre sincèrement. Hein. Non. J'ai peut-être pas bien compris la question, mais c'est vrai que oui, je pense que vous êtes dans une autre sphère et nous, on est sur le terrain, quoi. Et ce que je pense qui aurait pu être intéressant, c'est qu'on parte plutôt de nos observations du terrain et qu'on vous appelle. Que ça soit le contraire. Je me souviens, vous nous appeliez tous les jours. Ah. Ça vous a fatigué. Et c'était difficile pour nous de répondre aussi parce que tous les jours, ça changeait, quoi. Et vous savez, j'ai pas tous les jours, ça changeait au niveau gouvernemental aussi. Donc, c'était très compliqué de répondre aux situations en temps. Nous, on était toujours sur le terrain, tous les jours. On faisait tous les jours des staffs à se poser des questions, comment on allait faire pour la cuisine, comment on allait faire pour les soins de Madame Hôtel, comment on allait faire pour... Et c'est vrai que tous les jours, ça pouvait changer. Et c'est vrai que pour nous, si c'était en inadéquation avec ce que vous voyez, c'était difficile à comprendre, quoi. Bon, je pense que je n'étais pas du tout en inadéquation avec les décisions qui étaient prises. Au contraire, je pense que vous aviez une réflexion avec le groupe Vive qui était tout à fait dans ma philosophie. Mais c'est vrai que comment ça a été appliqué, c'était compliqué pour moi, en tout cas, qui l'a vécu difficilement. Parce qu'on était vraiment dans le feu de l'action, quoi. Et c'était compliqué. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu. Si, et du coup, voilà, ça appelle une réflexion. Je pense qu'on va faire des simulations managériales au niveau du Living Lab. Je crois que ça serait intéressant. Ouais. Avec le Foc Paro ? Non, pas forcément. Non, moi, je trouve ça intéressant, enfin, si je puis me permettre, mais on en revient à ce qui était dit dans votre table précédente sur l'écosystème, en fait. Ce que vous dites, Monsieur Bardou, c'est que vous avez eu le sentiment
et la mise en œuvre d'une forme de mise à disposition des professionnels de terrain en disant voilà, dites-nous ce dont vous avez besoin, on accompagne. Vous, Madame Dubé, vous dites que finalement, du point de vue des équipes, et un peu vous-même, ça n'a pas nécessairement été ressenti comme ça, mais on sent que finalement dans cet écosystème-là, il y a un autre acteur qui va être l'ARS, qui va être peut-être d'autres types de décisions qui, dans le jeu du dialogue, n'est pas très très simple. Je ne sais pas s'il reste une question ou deux, ou si vous considérez que nous sommes allés... Ah, oh là là, mais il y a plein de questions. Cette table a du succès. Madame, allez-y. Bonjour, Leslie Guillon, je suis médecin de santé publique au CHU de Tours. C'était plus pour rebondir sur le commentaire et donner l'expérience qu'on a pu avoir, nous, au CHU, suite à la demande et la requête du monsieur. Ben, nous, ça s'est plutôt bien passé. La mise en lien et le management participatif pendant la crise Covid avec l'administration hospitalière, entre les médecins de terrain et l'administration hospitalière, c'était aussi tous les jours, parce que tous les jours, ça changeait pareil au CHU. Et c'était tous les jours un Zoom collectif avec toutes les parties prenantes, administration, institutions, s'il fallait l'ARS, etc., les médecins de terrain, les réanimateurs, les pneumologues, l'hygiène, enfin, toutes les mêmes que vous, de toute manière. Et ça s'est très bien passé. Et ça a été vraiment une mise à disposition de l'administration, et les cliniciens et les équipes ont fort apprécié cette mise à plat et ce travail en commun très réactif, des fois 2 fois par jour, pour s'adapter aux demandes et à l'incertitude, justement. Donc ça peut marcher. Moi, je ne suis pas salarié de la Mutualité française, mais ça s'est plutôt bien passé aussi, ça a plutôt été apprécié. Après, ça reste pour autant intéressant d'entendre ce ressenti. Il semblerait que nous débordions une question, y compris aussi en live. On vous écoute. Une question pour Mesdames Dubé et Follier. Vous avez utilisé plusieurs fois la notion de s'autoriser à. Est-ce que vous pouvez développer cette idée et que faut-il pour s'autoriser à ? Oui, en fait, en l'employant, c'est un mot, je dirais, qui vient un peu d'une culture de la relation d'aide ou du coaching, et qui est en effet de permettre, voilà, c'est une posture managériale qui donne la possibilité aux équipes, aux collaborateurs, de passer à l'action. Finalement, c'est une forme d'autorisation, voilà, de manière très explicite. Enfin, à la fois, c'est par l'exemplarité personnelle, mais c'est aussi par, je dirais, une forme d'alignement avec son propos, finalement, de faire que les équipes comprennent que c'est possible, c'est OK de passer à l'action. D'autres questions avant qu'on rende définitivement la parole ? Oh, il n'y en avait qu'une, en fait. Monsieur Desjeux, 2 mots de conclusion. Ah non, pardon. Je pense aussi qu'il faut autoriser les équipes aux actions et de faire des erreurs. Parce que souvent, quand il y a des erreurs, les équipes reçoivent un coup de bâton. Donc je pense que pour faire progresser la créativité, il faut leur permettre de faire des erreurs. C'est souvent pas très grave. Et ça permet d'améliorer les réflexions et puis des nouvelles actions qui étaient créées par les équipes. Voilà. 100% d'accord. Je suis 100% d'accord avec ça. C'est vrai. Et souvent, on ne s'autorise pas en tant que manager à ça. C'est tout à fait. Hein, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. J'espère que je n'ai pas vexé la mutualité. Oui, c'est ça en fait. Enfin, moi, je retiens quand même en conclusion de cette table que M. Bardou, vous êtes ouvert à des simulations avec le management. Eh bien, écoutez, sur ce mot, merci à tous et un petit temps de pause avant la 3e table.